Bienvenue à toutes dans la salle et à tous et à toutes à distance. Je suis Michelle McCarroll, professeure et directrice du département de psychologie. Donc, bienvenue à cette conférence. En fait, cette conférence remise, qui est offerte par les professeurs Sylvie Belleville et Sébastien Grenier sur la santé cognitive et psychologique des aînés. Donc, merci d'avoir accepté de faire partie remise avec nous. Et donc, cette conférence du 80e anniversaire de notre département s'inscrivait en fait dans le cadre de la Journée mondiale de la santé. Et donc, la santé cognitive et psychologique des aînés, en fait, bien sûr, fait partie d'une grande proportion, en fait, de la population et de plus en plus. Donc, voilà. Et donc, on va commencer par, je vais laisser la parole aux conférenciers. On va prendre ensuite les questions dans la salle à la fin et aussi, on passera la parole. En fait, on demandera aux gens à distance de poser des questions par écrit. Et aux conférenciers. Je vais commencer la présentation d'aujourd'hui. Mon nom, c'est Sébastien Grenier. Bienvenue. Je suis content de vous parler de la santé psychologique. Donc, moi, je suis psychologue clinicien, donc je vais plus aborder la santé psychologique et ma collègue Sylvie Belleville va plus aborder le volet cognitif. Donc, sans plus tarder. Je voulais parler de stress. Donc, ça, c'est une situation qui génère du stress. Le PowerPoint semble être joli présentement. Oui, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ah, peut-être comme ça. Oui. Je viens de. Okay. Bon, mon stress est redescendu. Donc, je vais vous introduire le sujet aujourd'hui, quelques statistiques. J'espère que ça ne va pas vous surprendre. Donc, la population vieillit. On est de plus en plus vieux. Je suis de plus en plus vieux, vous êtes de plus en plus vieilles. On vieillit tout le monde. Population mondiale, donc ça, c'est des statistiques. On voit qu'en 2000, là, on voit qu'il y a une tendance de 2040. Là, on va de plus en plus, la proportion d'aînés va être de plus en plus importante. C'est des données au Québec ici, mais c'est également quelque chose qu'on voit un peu partout dans le monde, d'où l'importance de s'intéresser aux personnes aînées. Il y a deux raisons à ça. Donc, la diminution du taux de fécondité, on voit les statistiques ici. Au Canada, 1960, c'était 3,8 enfants par femme. En 2016, c'est 1,6. Puis encore aujourd'hui, 2023, c'est encore plus bas. Donc, taux de fécondité. Dans le monde, c'est la même chose. Et donc, une diminution du taux de fécondité jumelée avec une augmentation de l'espérance de vie. On sait que la médecine est de plus en plus avancée. Des percées médicales font en sorte que les gens vivent de plus en plus âgés en bonne santé. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie. Puis ça a augmenté jusqu'en 2050 au Québec et partout dans le monde également. Donc, c'est les deux raisons pourquoi on vieillit. Présentement, il y a vraiment un inversement de la pyramide. C'est-à-dire que si on remonte plusieurs années en arrière, il y avait beaucoup plus d'enfants. Puis là, il y a de plus en plus de personnes de 65 ans au Québec et partout dans le monde. Donc, justement, j'ai coupé un peu cette diapo-là. Donc, on voit ici que depuis, c'est la première fois dans l'histoire, en fait, ça, c'est un graphique que je trouvais intéressant. On voit qu'un peu avant 2020, pour une première fois dans l'histoire, le nombre de personnes de 65 ans et plus a dépassé le nombre d'enfants de 5 ans et moins. C'est une autre façon de représenter ce que je viens tout juste de dire auparavant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une personne aînée? À partir de quand devenons-nous vieux ou vieilles? C'est une question qu'on peut se poser. Certains vous diront dès la naissance, dès notre naissance, un bébé est vieillissant. Donc, un bébé naissant vieillit, tout le monde vieillit dès notre naissance. On pourrait aussi se dire c'est dès l'apparition des cheveux gris. Là, qu'est-ce qu'on fait? Le problème avec ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'ont pas de cheveux, qui ont perdu, qui souffrent de calvitie. Donc, on ne sait pas à partir de quand ils deviennent vieux. Petite blague. Selon la société, c'est 60-65 ans à peu près. Et c'est l'âge de la retraite. Ça fait des années que c'est vraiment l'âge de la retraite selon notre société, puis plusieurs sociétés contemporaines. Mais on peut se poser la question, ça a été décidé plusieurs années en arrière, quand l'espérance de vie était moins élevée qu'aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est un concept dépassé, la retraite? On pourrait se poser la question. Selon certaines personnes, oui. Parce que là, on prend notre retraite à 60-65 ans, puis il nous reste probablement au moins 20-25 années à vivre en bonne santé dans certains cas. Ce n'était pas du tout la même chose si on remonte 40-50 ans en arrière. Les gens prenaient leur retraite et décédaient souvent 10-15 ans plus tard. Donc, le concept
temps a changé, il y a des gens qui le remettent en question, peut-être que le concept même de retraite va peut-être disparaître un jour ou changer en tout cas. En recherche, c'est souvent 65 ans et plus, mais même plus. On va diviser les aînés, les personnes aînées en plusieurs catégories. Il y a les jeunes âgés, c'est 65, 74 ans. Il y a les âgés, 75, 84, les très âgés, 85 ans et plus, les centenaires, les super centenaires. Donc, c'est notre façon de distinguer. Puis l'important de savoir, une chose importante à savoir, c'est-à-dire, c'est qu'il n'y a pas juste une personne aînée, c'est un groupe très, très, très hétérogène. Donc, lorsqu'on parle des personnes âgées, on ne devrait jamais dire ça, parce qu'une personne qui a 65 ans n'a pas du tout la même réalité qu'une personne de 85 ans. Mais souvent, on va souvent les mêmes dans le même panier, considérer tout le monde avec les mêmes caractéristiques, les mêmes besoins, et ce n'est pas du tout le cas. Ils n'ont pas du tout les mêmes besoins en santé mentale, la santé cognitive également. Donc, c'est important de garder ça en tête. Groupe hétérogène. Donc, pour vous introduire le sujet d'aujourd'hui, il y a 3 types de santé. C'est une façon de présenter ça. Il y a la santé physique, la santé cognitive et la santé psychologique. Donc, vous voyez qu'il y a des flèches qui clignotent dans tous les sens. C'est tout simplement pour illustrer que ces 3 types de santé-là interagissent. Donc, si moi, je vieillis et je suis en bonne santé physique, je risque d'avoir une bonne santé cognitive et une bonne santé psychologique. Mais par exemple, si je n'ai pas une bonne santé psychologique, peut-être ça va influencer négativement ma santé physique ou ma santé cognitive. D'où l'importance de considérer en vieillissant ces 3 types de santé-là pour vieillir en bonne santé. Si j'ai des mauvaises habitudes de vie, donc je suis plutôt une personne sédentaire, je m'alimente mal, je ne fais pas d'exercice, etc., vous connaissez déjà tout ça, ça a de l'impact un peu partout. Donc, ça a de l'impact au niveau de ma santé physique, santé cognitive et santé psychologique. Alors là, j'ai marqué un exemple. Donc, quelqu'un qui souffre d'anxiété, par exemple, ici, un trouble anxieux, va peut-être avoir des pertes cognitives associées à son anxiété et peut-être souffrir de maladies cardiovasculaires. Le fait d'avoir des maladies cardiovasculaires, c'est un facteur de risque pour les démences vasculaires notamment. Donc, vous voyez, tout est interrelié. Donc, c'est important d'avoir vraiment une approche holistique. Et lorsqu'on travaille avec les personnes âgées, justement, il n'y a pas juste un psychologue. Souvent, il y a des médecins, des neuropsychologues, des ergothérapeutes, plusieurs professionnels qui se mettent en équipe pour mieux comprendre la personne aînée et l'aider le mieux possible. Donc, les 2 principaux motifs de consultation en santé mentale chez les personnes aînées, c'est l'anxiété et la dépression. C'est mon sujet d'expertise. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'aînés, 65 ans et plus, qui souffrent d'anxiété et de dépression? Les troubles anxieux, selon les données, c'est à peu près 8 personnes. Troubles anxieux, DSM, c'est un diagnostic psychiatrique. 8 personnes sur 10. 8 personnes. Pardon? Sur 100, pardon, c'est vrai. 8 personnes sur 100, donc 8 %. C'est ça que je voulais dire. Merci, Sylvie. Puisque 8 sur 10, c'est pas 80 %, ça commence à être élevé. C'est ça. Quand je pose la question, d'après vous, il y a combien d'aînés? Grand public, ma conférence, combien d'aînés souffrent d'anxiété? Souvent, j'ai des chiffres. Ils ont l'impression que tout le monde souffre d'anxiété, de dépression chez les plus âgés, mais ce n'est pas du tout le cas. Le trouble dépressif, c'est plus élevé un peu, 10 personnes sur 100. Sous-clinique, ça, je m'intéresse à ça. Donc, ça, c'est je m'intéresse à ces cas-là. Donc, c'est des personnes aînées qui ont des symptômes d'anxiété et de dépression, mais pas un nombre suffisant pour un diagnostic psychiatrique, mais il y a de l'anxiété et de la dépression. On appelle ça sous-clinique. Sous-clinique ne veut pas dire moins sévère. Ça peut empêcher la personne de bien fonctionner, mais elle ne remplit pas tous les critères du DSM pour avoir un diagnostic précis de trouble dépressif ou trouble d'anxiété généralisée. 25 personnes sur 100, donc 25 %. Souvent, chez les plus âgés, les 2 sont reliés. Donc, une personne aînée qui est anxieuse va être également dépressive un peu, et l'inverse est aussi vrai. Puis ça, c'est un peu plus élevé chez les aînés, surtout les très âgés, pas juste les 65, 74 ans, mais plus âgés. C'est plus fréquent dans ce groupe d'âge-là que chez les adultes plus jeunes, souvent associés. Quelques données COVID que nous avons. Donc, on a fait une étude au début de la pandémie. Je pense que c'est écrit sur la diapo de mai 2020 à mai 2021. On a interviewé 645 personnes aînées, âge moyen 79 ans, qui avaient 4 ans de mesure. Puis on a trouvé qu'il y avait à peu près 15 % de ces gens-là qui souffraient de détresse psychologique élevée. On ne sait pas, par contre, comment ces gens-là se sentaient avant.
C'est la limite de cette étude-là. On n'avait pas de données pré-COVID. Mais 15 sur 100, vous voyez, c'est plus élevé qu'ici un peu, là. Parce que des stress psychologiques élevés, ça ressemble un peu à des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Donc, on peut penser qu'il y a eu une augmentation au début de pandémie au niveau de la détresse psychologique chez les personnes aînées. Et autre fait intéressant dans ce groupe d'âge-là, c'est que ça fluctue les manifestations anxieuses. Mais ici, moi, je le trouve intéressant, ce graphique-là, parce que ça permet de voir que les troubles anxieux changent selon le développement. Donc, dans la petite enfance, il y a plus de phobies. On voit ça ici. Les phobies diminuent, mais à l'âge très avancé, il y a la peur de tomber qui apparaît, donc la peur de chuter. Les inquiétudes diminuent avec l'avancement en âge pour augmenter à l'âge avancé, mais il y a des choses qui diminuent encore plus, donc comme par exemple le trouble panique qui est moins fréquent chez les personnes très âgées que les adultes plus jeunes. Ça garde en tête. Donc là, là, je parle d'anxiété, dépression depuis tantôt, mais chose importante, c'est qu'une personne de 85 ans, une personne anxieuse de 85 ans l'est souvent depuis très, très, très longtemps. Donc, c'est très rare qu'un trouble anxieux, DSM, apparaisse à l'âge de 85 ans. Si ça apparaît, il y a d'autres choses. Souvent, c'est peut-être un début de maladie neurodégénérative, quelque chose du genre. Donc, la grande majorité le sont depuis longtemps. Et c'est vraiment une question, le principe de l'élastique, je vais vous l'expliquer. C'est que le principal défi en vieillissant, c'est s'adapter aux changements qui sont incontournables. Il y a beaucoup de changements. Donc, le vieillissement primaire, nous, on appelle ça le vieillissement primaire, c'est le vieillissement normal. Le vieillissement secondaire, c'est le vieillissement pathologique. Donc, la maladie d'Alzheimer, par exemple, fait partie du vieillissement secondaire, évidemment. L'anxiété, les troubles anxieux, c'est du vieillissement secondaire, ce n'est pas du vieillissement normal. Donc, tout ça, c'est caractérisé par des pertes et des changements. La personne aînée doit faire des deuils. Donc, si je perds la vision graduellement, je dois faire des deuils. Si je perds ma mobilité, je dois faire des deuils. Et c'est l'élastique qui s'étire. Donc, à chaque fois que la personne vit un changement, son élastique s'étire, c'est ses capacités d'adaptation. Donc, les principales sources d'anxiété et de dépression, c'est les pertes sensorielles. Donc, ça fait partie du vieillissement normal des fois, mais pertes sensorielles, là, je ne parle pas des cataractes ou des glaucomes. Ça, c'est du vieillissement pathologique, là. Mais il y a une perte sensorielle qui est tout à fait normale en vieillissant, des pertes auditives également. Des changements cognitifs, on est un peu plus lent habituellement. Des changements au niveau de la mémoire épisodique également, donc on ne se souvient pas où j'ai mis mes clés, qu'est-ce que j'ai mangé au dîner. Ça, c'est des changements qui peuvent être normaux des fois. Mais dites-vous qu'à chaque fois que la personne vieillissante vit ça, son élastique s'étire parce qu'elle doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là. C'est de réapprendre à vivre constamment. C'est ça qu'on fait en psychothérapie avec ces aînés-là, c'est qu'on les accompagne pour qu'ils puissent réapprendre à vivre avec leurs nouvelles conditions. Il y a des pertes de mobilité, je l'ai dit. Des pertes humaines, ça c'est une loi de la nature. Plus que la personne vit âgée, plus que les gens dans son entourage décèdent, le conjoint, la conjointe. On sait que ça fait partie des principes. Le stresseur le plus important, le fait de perdre son conjoint ou sa conjointe. Notre élastique s'étire. Puis dites-vous qu'un élastique qui éclate, c'est souvent le début d'anxiété-dépression. Donc tout ça, c'est du stress, mais le stress, c'est normal. Ce n'est pas nécessairement nocif du stress. C'est là pour nous aider à faire face aux dangers, aux menaces, à s'adapter à notre quotidien. Mais si le stress devient chronique, trop important, l'élastique peut éclater. Également, on pourrait rentrer dans cette catégorie-là toutes les transitions de vie, la retraite, les déménagements, la pandémie, changements sociaux. Donc, les personnes aînées, comme tout le monde, doivent s'adapter à ces changements-là. Donc, puis, soit dit en passant, la grande majorité des personnes vieillissantes aînées réussissent très bien à s'adapter à ça. Moi, je suis psychologue, je vois les gens qui ne vont pas bien. C'est sûr que la personne qui vient me voir, 85 ans, son élastique est éclaté, elle ne va pas bien. Donc, je dois l'aider à réparer son élastique pour qu'elle puisse augmenter ses capacités d'adaptation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vieillir en bonne santé psychologique? Oui, c'est possible de bien manger. C'est recommandé. Faire l'exercice physique. Ici, vous avez le régime méditerranéen, vous le connaissez. Je ne suis pas spécialiste en nutrition, donc c'est rapidement, c'est très peu de viande rouge, beaucoup de légumineuses, beaucoup de fruits et légumes, l'exercice physique. Et ce qui est intéressant, il recommande une coupe, un petit verre de vin rouge
une fois par jour, selon ce régime-là. Mais là, il faut faire attention, le verre. Parce que des fois, il y a des gens. Merci Sylvie d'avoir ri. C'est pas la première fois que je présente cette diapo-là. J'ai des réactions différentes, mais je trouvais cette blague intéressante. Mais là, c'est ça. Vous comprenez, c'est un verre raisonnable de vin rouge avec des propriétés antioxydantes, des antioxydants, comme dans les légumineuses d'ailleurs. On peut apprendre à bien gérer son stress également pour vieillir en bonne santé. Ça, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais surtout, c'est vraiment de s'adapter aux changements qui sont incontournables, ceux que j'ai nommés tantôt, pour ne pas que l'élastique éclate justement. Donc, il y a des aînés que je vois en psychothérapie qui sont vraiment dans la résistance. Ils ne veulent pas vieillir. Autrement dit, ils n'acceptent pas ces changements-là. Allô? Fini par... Oui. Oui. Et ça... Bonjour! Et ça finit par... Donc, ils résistent, puis ils finissent par vivre de l'anxiété, de la dépression, être complètement découragés. Donc, c'est un processus d'acceptation, c'est un deuil. Pensez aux étapes du deuil. On est une étape de déni, de choc, on vit plein d'émotions. Donc, les personnes aînées sont vraiment là-dedans chaque jour. Nouvelle maladie, on doit s'adapter. Il y a des problèmes de santé, en tout cas, santé cognitive, on va en parler tantôt. Et il y a une théorie, je vais vous présenter, ça s'appelle la théorie de l'optimisation sélective avec compensation de Balté. C'est un couple de psychologues allemands, je crois. Donc, eux, ce couple-là a inventé une théorie dans les années 90 selon cette théorie-là, qui s'appelle la théorie SQC. Les personnes aînées heureuses font de la sélection. Donc, ils vont choisir des buts réalistes selon leurs limites ou ressources personnelles. Je vais vous illustrer ça avec un exemple après. Ils font beaucoup d'optimisation. Donc, ils vont mettre en place des buts, des moyens, c'est-à-dire pour atteindre leur but en dépensant de façon optimale leur énergie. Et ils vont compenser. Donc, ils ont des pertes. Si moi, je suis en perte auditive, on va voir le cas tantôt de Jean, je crois, prochaine diapo. Je dois m'adapter à cette perte auditive-là, mais qu'est-ce que je fais? Je dois compenser par d'autres forces que j'ai toujours. Donc, ça, c'est une théorie qu'on utilise beaucoup en thérapie cognitivo-comportementale pour accompagner les aînés dans leur nouvelle vie, pour aider les aînés à réapprendre à vivre. L'exemple que je vais vous montrer, justement, c'est Jean, 85 ans, qui a écouté de bons films policiers. Jean est en perte auditive sévère. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait dire, bien, j'arrête de faire ça. Je ne peux plus écouter mes films, je ne vois plus vraiment les personnages, puis je n'ai plus vraiment de plaisir. Mais au lieu de faire ça, ce que Jean a décidé de faire, au lieu d'arrêter cette activité-là, c'est qu'il a décidé de remplacer les films par des romans policiers. C'est ça qui l'intéresse, c'est les intrigues. Il a toujours une bonne vision. Donc, il a sélectionné cette activité-là. Il a optimisé également ses efforts. Donc, pour lui, il y avait une bibliothèque proche de chez lui, dans son village. Donc, il pouvait se déplacer, prendre des marches, faire de l'exercice physique, c'est super bon. Aller choisir des bons romans policiers, des polars. Et il a fait aussi la compensation en même temps. C'est que lui, ce qui l'intéressait, c'est de parler de ces histoires-là avec ses amis. Donc, au lieu de parler de ses films, il pouvait parler de ses livres qu'il venait tout juste de lire. La bibliothèque est accessible, il peut y aller en marchant, donc il y a beaucoup de compensation. Donc, il a réussi à s'adapter à ce changement-là en remplaçant une activité par une autre. Et ça fait référence à la théorie de la continuité également. Il y a plein de théories associées au glissement aussi. Je n'ai pas le temps de tous les énumérer aujourd'hui, mais c'est des choses que vous pouvez trouver en ligne assez facilement. Donc là, je parle de tout ça, je parle un peu de psychothérapie. Des fois, c'est nécessaire pour un aîné. En fait, la plupart des aînés là, réussissent quand même assez bien à faire tout ça sans le savoir. La personne qui réussit à bien vieillir, malgré les problèmes de santé physique, a réussi à passer à travers en faisant de la sélection, de l'optimisation, de la compensation. Mais des fois, ça prend une psychothérapie. Donc, pour aider la personne aînée à mieux gérer son stress associé au changement que j'ai énuméré tantôt, où l'élastique éclate, s'adapter au changement. Donc, des fois, le modèle que je viens tout juste de présenter, la personne aînée est comme bloquée là-dedans, elle ne sait plus quoi faire, elle a besoin d'un psychologue pour l'aider à s'en sortir, trouver un nouveau sens à sa vie, on doit réapprendre à vivre. Donc, moi, j'ai souvent en thérapie des personnes très âgées qui ont travaillé toute leur vie, puis là,
Tu es productif, tu es sur le marché du travail, tu as des enfants, les enfants s'en vont, les gens commencent à décéder, tu ne travailles plus. Là, tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais de ma vie à partir de maintenant? Donc, on travaille beaucoup là-dessus en psychothérapie avec les plus âgés. Puis la psychothérapie qui est vraiment efficace, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Puis je vais terminer là-dessus pour laisser la place à Sylvie et les troubles cognitifs. Donc, c'est quoi la TCC? C'est une approche, en fait, c'est quoi la TCC? C'est vrai, je vais vous le dire en premier, c'est une approche psychothérapeutique de courte durée, axée sur le présent, où on accompagne la personne aînée à modifier ses comportements, ses pensées, qui maintiennent son anxiété, sa dépression. Donc, c'est la même définition que chez les adultes plus jeunes, mais on ajoute des théories du vieillissement là-dedans, comme le SOC, pour aider la personne. Puis on travaille beaucoup sur les deuils également, sur des inquiétudes concernant, par exemple, la mort qui s'en vient. On parle beaucoup de mort, de religion. Donc, il faut s'adapter à la personne devant nous, à ses besoins, où elle est rendue dans sa vie. Et c'est une thérapie qui a été démontrée efficace. Donc, vous voyez ici, ça, c'est 2 méta-analyses publiées en 2012. Donc, efficace pour l'anxiété et la dépression chez les personnes aînées en bonne santé. Donc, c'est souvent le problème dans les essais cliniques randomisés. On va sélectionner les personnes aînées en bonne santé qui ne sont pas un reflet de la réalité. Parce que dans les faits, les aînés, 85 ans et plus, ont des maladies physiques habituellement, diabète, arthrite, arthrose, mais dans les études cliniques randomisées, on va sélectionner juste des super participants. Donc, il faut faire attention avec ces résultats-là. Puis, il y a quelques études qui démontrent que c'est efficace la TCC pour traiter l'anxiété et la dépression chez les personnes aînées atteintes de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Ça, c'est intéressant parce que, notamment, il y a une méta-analyse qui analyse ces essais cliniques randomisés. Il y a 439 participants, ça a été démontré efficace. Donc, oui, on peut faire la thérapie, même avec les gens souffrant d'une maladie d'Alzheimer. En début de maladie, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait un projet de recherche avec une subvention de la Société Alzheimer du Canada, où on a vraiment fait des groupes de thérapie, proches aidants, personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, puis ça fonctionne très bien en début de maladie, quand la personne est capable d'interagir avec les autres. Puis d'ailleurs, c'est vraiment le bon moment d'intervenir parce que souvent, ils sont dans le choc du diagnostic, ils ne savent plus trop comment réagir. Tu es conscient que tu as cette maladie-là. Et tu sais à peu près qu'est-ce qui s'en vient. Ça génère beaucoup de stress, d'anxiété, de dépression. Donc, voilà. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Sylvie. Voilà. Alors, bon, vous allez voir, en fait, notre discours va être un peu similaire parce que le vieillissement, c'est très holistique en quelque sorte. Et ce qui est bon pour la santé psychologique, la santé physique, la santé cognitive, et c'est un peu souvent les choses. Mais avant de vous parler de ce qu'on peut faire pour garder une bonne santé cognitive, si je vous interrogeais sur les priorités de santé des aînés qui êtes jeunes, qu'est-ce que serait votre... Est-ce que vous pensez que, par exemple, le cancer vient en premier? Santé cardiaque vient en premier? Mémoire vient en premier? Ouais, bon, absolument. Ça, c'est une étude, une enquête auprès de plus de 2000 femmes canadiennes âgées où on leur demandait, bon, ils avaient le droit de donner plus qu'une réponse. On sait quoi vos priorités de santé? Et vous voyez les taux, ça c'est le pourcentage de femmes qui ont dit, voilà, en rouge, ça c'est une priorité pour moi. La mémoire, elle vient en premier. La mémoire, c'est le domaine pour lequel il y a le plus de gens, de femmes, qui disent c'est une priorité de santé pour moi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais on a ce qu'on appelle en anglais un gap. C'est-à-dire qu'en même temps, si on leur demande est-ce que votre médecin s'en occupe, regardez le bleu ici. Non. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont, les femmes âgées, pour elles, c'est très important leur mémoire, mais elles n'ont pas vraiment l'impression que c'est une priorité ou un besoin qui est pris en charge. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre qu'il y a quand même pas mal à faire aussi en termes de pouvoir informer les dames et les hommes âgés sur comment on fait pour s'occuper de sa mémoire. Si vous êtes intéressé aux priorités de santé des hommes, la mémoire vient en deuxième chez les hommes. Et ce qui vient en premier, c'est la mobilité. C'est intéressant. Mais en tout cas, la mémoire est vraiment une priorité de santé très importante.
Et puis, c'est normal, d'une part, parce que la mémoire, ça nous définit. Puis, on sait qu'il y a des maladies du vieillissement qui affectent la mémoire, puis qui vont affecter aussi notre autonomie. Puis, on sait aussi, on le vit, puis on le sait, que la mémoire décline. En fait, vous voyez ici comment la mémoire de 20 ans à 80, dans des études où on a comparé différents groupes avec différents âges, comment ça décline. Il y a une donnée intéressante ici dans ce graphique-là. Vous avez la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire à long terme, mémoire à court terme qui est comme un peu plus la mémoire immédiate, mémoire de travail. Bon, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que c'est très graduel. Hein. C'est pas c'est super bon, puis là, tout à coup, à 65 ans, badagne, le grand précipice. Enfin, même vous, ça commence à décliner un petit peu votre mémoire. Mais vous ne vous en rendez pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que c'est très graduel et à un moment donné, on commence à voir que oui, il y a des effets qui se manifestent dans notre vie de tous les jours quand on a 70 ans ou 80 ou même 60 ans. Et l'autre donnée qui est intéressante, que je voudrais vous montrer, c'est ça ici, c'est que tout ne décline pas dans le vieillissement. Ça, c'est un message important à transmettre. Vous savez, les connaissances verbales, puis c'est la même chose pour le jugement, c'est la même chose pour l'expertise, ça s'améliore avec l'âge. Et ça, c'est une bonne mémoire. Ça veut dire que finalement, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus des enjeux auxquels il faut s'adapter, mais on peut aussi tabler sur nos forces pour aller chercher, compenser, s'ajuster, etc. Puis il ne faut pas voir le vieillissement comme un grand naufrage. Et l'autre bonne nouvelle, c'est ça ici. Vous avez ici différentes personnes, c'est une étude longitudinale qui va aller voir la mémoire, la cognition, en fait, chez différentes personnes. Et ici, plus on est vers là, et meilleur c'est. Vous voyez les différents groupes d'âge ici, ça c'est les 35 ans, 45 ans, 55 ans, 85 ans. Donc, on voit bien que, bon, globalement, c'est sûr que ça va plus vers, ici, donc on est mieux, ici on est moins bien. Et on voit qu'en vieillissant, globalement, c'est moins bon. Mais ce qui est remarquable, c'est que même à 85 ans, 80, il y a quand même des gens qui sont aussi bons, aussi performants cognitivement que des jeunes personnes. Donc, il y a une grande variabilité dans le vieillissement cognitif. Et c'est sûr que comme chercheur, on s'est beaucoup intéressé à ça parce que si on pouvait mieux comprendre pourquoi ces gens-là sont différents, peut-être c'est leur génétique, mais est-ce qu'il y a des variables sur lesquelles on peut agir? Ça nous permet aussi de peut-être aider les gens à maintenir leur cognition. Alors, on s'est beaucoup intéressé à ça. Est-ce que ces personnes-là qui sont bonnes, qui ont l'air de maintenir leur cognition, est-ce qu'elles ont quelque chose de spécial? Et en fait, j'ai une espèce de graphique ici pour vous illustrer ça, c'est que le vieillissement, il y a une espèce de balance, une espèce de bataille, si on veut, entre ce que j'appelle des forces négatives. Donc, c'est vrai que quand on vieillit, il y a des choses comme de la neurodégénération, il y a des protéines anormales qui s'accumulent dans le cerveau, il y a des atteintes neurovasculaires, il y a tout ça. C'est bien dommage, c'est plate, mais c'est ça. Et ça va contribuer au vieillissement cognitif, puis à la maladie d'Alzheimer, puis à d'autres types de maladies neurocognitives. Mais il y a aussi des forces positives. Il y a aussi la réserve cognitive, la neuroprotection, puis ça, c'est associé à notre style de vie. Et c'est aussi beaucoup associé à nos activités cognitivement stimulantes. Donc ça va venir en quelque sorte. On peut travailler là-dessus, hein, puis beaucoup de chercheurs s'intéressent à ça. Moi, je m'intéresse de plus en plus à ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aller chercher les forces positives qui vont venir compenser en quelque sorte, réduire les effets du vieillissement sur le cerveau et sur la cognition. Alors, on peut protéger son cerveau, on peut se construire une réserve cognitive à tout âge, et ça, c'est le message que j'aimerais vous transmettre cet après-midi. Ça, c'est une étude qui a été publiée dans une revue très, très solide qui s'appelle le Lancet, et c'est un groupe de chercheurs qui ont fait une méta-analyse des méta-analyses pour essayer de voir si on allait voir qu'est-ce que les études nous montrent sur les facteurs de risque modifiables. Ça, c'est de la maladie d'Alzheimer, la démence, trouble neurocognitif. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la prévalence de ces facteurs-là dans la population et aussi le risque qui est associé, le risque qui est associé à chacun de ces facteurs modifiables, et qu'on regarde un peu, qu'on fait des calculs sophistiqués,
pour essayer de voir comment est-ce qu'ils rendent compte des cas dans le monde de démence, de troubles neurocognitifs. Bien, il y a un certain nombre, ça, il y en a une douzaine, de facteurs de risque modifiables, à la fois comme individu et comme société, sur lesquels on peut agir, et parce que ça semble expliquer jusqu'à 40% des cas de maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que si on pouvait les éliminer, on éliminerait 40% des cas de maladie d'Alzheimer. Donc, c'est gigantesque. On peut être moins ambitieux, évidemment, et même en étant moins ambitieux, ça peut avoir un impact majeur. Même si on repousse un peu la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est liée à l'âge. Donc, tu sais, on a peut-être le temps de mourir d'autres choses, moins, qui nous affectera moins dans notre autonomie et notre qualité de vie. Donc, ça vaut la peine de s'intéresser à ces facteurs. Vous les avez ici, hein, mais je vais pas les aborder tous, parce que ce serait beaucoup trop long, mais il y a des facteurs comme les activités cognitivement stimulantes. Ici, c'est mesuré souvent par l'éducation formelle. Ça joue toute la vie, ça. Il y a les pertes auditives, l'hypertension, donc la consommation excessive d'alcool, l'obésité, mais aussi le tabagisme, la dépression, l'isolement social, j'en parle un petit peu. L'inactivité physique, donc la sédentarité, etc. Donc, ça, ce sont des facteurs sur lesquels, comme individu, on peut jouer, sur lesquels on peut travailler, et aussi comme société. Et ça, c'est les mécanismes sur lesquels on pense que ça joue. On voit que certains de ces risques-là, le diabète, par exemple, ou l'hypertension, ils ont l'air d'être associés aux dommages pathologiques. C'est-à-dire que quand on a du diabète ou de l'hypertension ou le tabagisme, par exemple, ça semble être associé aux pathologies dans le cerveau. Ça augmente l'amyloïde, ça augmente les protéines tau, les problèmes neurovasculaires, etc. Mais il y a d'autres facteurs, et là, je veux juste vous parler peut-être des interactions sociales et les activités cognitivement stimulantes, qui, elles, vont augmenter la réserve. Et la réserve, ce que c'est de dire que même si tu as la pathologie dans le cerveau, donc même si tu n'as pas réussi à réduire tes dommages pathologiques, il y a des processus cérébraux qui vont venir empêcher que ça agisse sur la cognition. Donc, c'est quelque chose qui est un peu compensatoire, si on veut. Et que qu'on agisse ici ou qu'on agisse là, on va retarder les troubles neurocognitifs, on va faciliter la cognition ou améliorer la cognition des aînés. On s'est beaucoup intéressé dans le cadre de ce livre-là avec Michel Sirois et plein de chercheurs de l'Institut de gériatrie, mais aussi avec toute une équipe pan-canadienne. On a développé un programme où on va justement aller donner de l'information aux aînés avec une plateforme web sur différents facteurs de risque modifiables, vous les avez ici, puis en faisant appel aux experts au Canada dans ces domaines-là. Puis, encore une fois, là, je ne vais pas parler, donc vous voyez qu'il y a l'activité physique, la nutrition, vision, audition, sommeil, santé cardiovasculaire, mais je vais peut-être plus vous parler rapidement, mais de la santé sociale et psychologique. Ça ici, c'était juste pour vous illustrer pourquoi c'est important, la santé sociale et psychologique. Et ça, c'est tiré en partie, on a un peu interagi là-dessus avec Sébastien, mais aussi c'est tiré de cet article du Lancet où on va regarder la prévalence de l'isolement social, par exemple, la prévalence de la dépression, de l'anxiété et l'augmentation du risque de troubles neurocognitifs quand on souffre d'isolement social ou qu'on vit avec une dépression ou qu'on vit avec un trouble anxieux. Donc, vous voyez que l'augmentation du risque, il est quand même assez important. Ce qui veut dire que si on peut agir là-dessus, on joue aussi sur le risque. Et vous avez ici les mêmes données sur la prévalence de la basse éducation. Évidemment, ça va varier beaucoup selon les pays, ça c'est mondialement. Mais vous avez aussi le risque associé au fait d'avoir eu une basse éducation. Puis vous voyez que les risques associés sont à peu près similaires. Hein? Moi, j'ai tendance à dire on peut choisir notre petit péché mignon parce que, dans le fond, chacun de ces facteurs de risque ont l'air associés à peu près de la même façon aux troubles neurocognitifs. Alors, juste peut-être parce que moi, je voulais cet après-midi m'axer sur les activités cognitivement stimulantes. Souvent, on nous demande c'est quoi d'être cognitivement actif. Ben, c'est
très varié. Être cognitivement actif, c'est d'être ici après-midi déjà. C'est d'être intellectuellement stimulé par ses loisirs, par son travail, par son engagement social. On fait du bénévolat, on s'implique dans la politique, bon, on continue d'apprendre de nouvelles choses et on sort de sa zone de confort. Donc, les études qui ont essayé de décortiquer un peu les activités cognitivement stimulantes ont montré qu'il ne fallait pas juste répéter toujours la même activité. Je suis super bonne au sudoku, je fais plein de sudoku, mais vraiment sortir, diversifier les activités, essayer de stimuler différents types de fonctions cognitives. Ici, bon, moi, je suis neuropsychologue, donc je m'intéresse au cerveau. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer un cerveau, mais c'est parlant. Parce que ça montre ici, c'est des études très solides, ici, en tout cas celle-ci, qui a été voir le taux d'amyloïde dans le cerveau selon est-ce qu'on était stimulé cognitivement dans notre vie ou pas. L'amyloïde, c'est la protéine qui est associée à la maladie d'Alzheimer. Bon, c'est sûr, vous voyez ici, ça, ce sont des patients avec une maladie d'Alzheimer, ils ont beaucoup d'amyloïde dans le cerveau. Et ça, c'est sûr que ça nuit à tout le fonctionnement des neurones. Vous avez ici les jeunes contrôles. Ils n'ont pas d'amyloïde dans le cerveau. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est ici les âgés normaux. Ceux qui ont eu beaucoup d'activités cognitives lors de leur vie ont un niveau d'accumulation d'amyloïde qui est équivalent à celui des jeunes contrôles. Donc, on voit ici combien l'activité cognitive va être associée avec la santé même du cerveau. Dans certaines études que nous avons menées avec la cohorte de CIMACU, consortium québécois sur l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer, on a fait la même chose. On a regardé, est-ce que les gens ont une vie cognitivement stimulante? Est-ce qu'on a montré avec de l'imagerie par résonance magnétique où on va voir quelles sont les activations pendant qu'une personne fait une tâche de mémoire? On voit que ces gens-là ont aussi un cerveau plus actif. Donc, non seulement ils ont un cerveau qui est plus sain, entre guillemets, ils ont aussi un cerveau plus actif. Et ça, probablement que ça fait en sorte qu'ils développent moins de symptômes de maladie d'Alzheimer. Je ne vais pas aller longuement là-dedans dans cette diapositive, mais c'est une diapositive d'une équipe très, très reconnue, David Bennett, qui a suivi en fait, c'est une cohorte de sœurs religieuses qui ont accepté de donner leur cerveau à leur décès. Et ça permettait donc de voir comment ils étaient au niveau cognitif avant leur décès, toute leur vie finalement. Et puis après, on va voir leur cerveau. Bien, ce qu'on a observé, c'est qu'évidemment, ici, c'est une mesure de pathologie Alzheimer. Donc, c'est un peu les mesures d'amyloïde, mais là, dans le cerveau, au décès de la personne. Puis, quand on est ici, évidemment, on a un cerveau qui est pas mal Alzheimer, entre guillemets. Mais si on a eu, ça c'est la cognition, si on avait une scolarité très élevée, bien, même si on avait beaucoup de maladies d'Alzheimer, la cognition avant le décès restait normale. Et donc ça nous montre que toute cette stimulation cognitive, elle a permis de protéger la personne. D'abord, effectivement, en général, les gens ont moins de pathologie Alzheimer dans le cerveau, mais quand elles en ont, ça a moins d'impact sur leur cognition. OK. Bon. Alors, on me demande souvent, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux... Quelles sont les bonnes stratégies pour mémoriser? La mémoire est importante pour moi. Je voulais juste peut-être en parler 2-3 minutes parce que c'est important de peut-être vous aider à développer, à vous aider à mémoriser ou en tout cas être un mémorisateur un peu plus actif dans vos situations habituelles. Et là, nous, on a développé des programmes où on donne des stratégies aux personnes âgées pour qu'ils soient de meilleurs appreneurs. Parce qu'en vieillissant, on est un petit peu moins amené, on a moins tendance à avoir des stratégies d'encodage et de récupération qui sont efficaces. Donc, nous, on a développé tout un programme, différents programmes d'ailleurs, mais un qui s'appelle MEMO, avec des cliniciens, puis plein d'étudiants ont été impliqués aussi, puis
Sébastien est impliqué aussi dans certaines de ces études. Et on leur apprend à faire des liens avec des choses qu'on connaît déjà. Par exemple, je connais Mme Barnes de Québec, elle aussi a été professeure. Donc, vous avez rencontré une Mme Barnes, vous allez faire des liens avec des choses que vous connaissez déjà ou des personnes que vous connaissez déjà qui ont la même caractéristique. Vous pouvez aussi trouver et verbaliser un certain sens. Par exemple, quand vous placez votre anneau près du lavabo, si vous l'oubliez tout le temps, vous pouvez, par exemple, essayer de vous raconter une petite histoire quand vous le placez là. J'ai placé mon anneau près du lavabo pour me laver les mains. Et là, cette histoire-là va faire en sorte que vous encodez plus profondément et vous allez avoir plus tendance à récupérer l'information quand vous allez chercher votre anneau. Vous pouvez regrouper les éléments de manière significative. Hein. Quand on fait une liste d'épicerie, on met tous les légumes ensemble, tous les produits d'entretien ensemble. Vous pouvez utiliser un double codage aussi avec de l'imagerie mentale. On utilise ça beaucoup, nous, pour apprendre aux gens des noms de famille, comme ici, M. Beauchamp. Ben, on peut se dire, quelle est la caractéristique de ce que je pourrais relier entre le nom et la personne, ben là, il y a quelque chose d'un peu bizarre dans ses cheveux. Et là, on fait un lien, une image entre merci Sébastien. On prie des villages l'un de l'autre, ça nous encourage. Alors, et puis évidemment, ne pas négliger les aides externes. On nous demande souvent, ouais, ça rend ma mémoire paresseuse. Pas du tout, ça réduit le stress, ça fait en sorte que vous pouvez mémoriser d'autres choses qui ne peuvent pas nécessairement se mettre dans un agenda ou dans un téléphone ou sur des petites notes sur votre frigo. On a donc, nous, testé un programme de ce type-là dans lequel on a enseigné différentes stratégies de mémoire pendant quelques semaines à des personnes qui ont un trouble cognitif léger. C'est des gens qui ont un tout début de maladie d'Alzheimer. Et ce qu'on a observé, c'est un effet qui est très important au niveau du rappel différé. C'est-à-dire que ces gens-là apprennent les stratégies, ils les utilisent dans leur vraie vie et ça améliore leur mémoire. Et ça améliore aussi leur mémoire même 5 ans plus tard. On a fait un suivi, on a vu, et ça, on voit ça chez les personnes âgées normales, mais là, chez les personnes avec un trouble cognitif léger, c'est très spectaculaire de trouver ça, parce que c'est des gens, on le sait, qui ont un risque de développer une maladie d'Alzheimer. On a aussi montré que ces personnes avec un trouble cognitif léger, après ce type d'intervention, ben, ils avaient une activation cérébrale plus importante. Donc, on a, si on veut, augmenter l'activité cérébrale avec juste une intervention relativement rapide. Et ça ressemble un peu à ce qu'on observe chez des gens qui ont eu des activités cognitives tout au long de leur vie. Alors, plusieurs actions peuvent être prises pour protéger votre cerveau, protéger votre cognition, continuer de vous engager, d'être professionnellement dans votre travail, c'est très bien. Vous pouvez continuer de travailler si vous avez un travail stimulant, vous pouvez faire du bénévolat, vous pouvez faire des activités. Donc, le travail, c'est quand même une activité très stimulante sur le plan cognitif. Vous pouvez apprendre, mais parfois, le travail n'est pas le fun. Alors, c'est évident qu'à ce moment-là, ça peut valoir la peine de prendre sa retraite et d'essayer d'apprendre de nouvelles choses. Apprendre une nouvelle langue, faire de la musique, apprendre l'informatique, avoir des passe-temps stimulants, il y en a plein. Être un acteur dans la société, dans votre communauté, faire du bénévolat, faire de l'action politique, tout ça, ce sont des activités qui sont simples et qui vont stimuler votre cerveau et votre cognition. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui est très actif cognitivement, par où vous devez partir, ou si vous voulez améliorer votre cognition, puis vous voulez à la fois faire de l'activité physique, améliorer votre nutrition, etc. Oui, je pense qu'il faut le faire. Vous avez vraiment avantage à le faire. Partez de vous-même. C'est quoi votre profil de risque? Si vous êtes déjà très stimulé ou très actif physiquement, allez vers les domaines où vous êtes plus à risque. Allez là où vous avez du travail à faire. Donc, mais partez aussi de vos priorités, de votre contexte particulier. Considérez là où vous partez. Les gens, des fois, se mettent des objectifs irréalistes et ça les désespère.
Non, il faut partir, chaque pas compte, hein, on le dit en changement de comportement, chaque pas compte, avoir une approche à petits pas, des objectifs simples, des objectifs réalisables et identifier vos obstacles. Vous voulez faire du bénévolat, mais c'est trop loin. Bon, essayez de voir comment on peut contourner cet obstacle-là et essayer d'identifier des solutions. Évidemment, ne jamais oublier le plaisir parce que c'est ça qui va faire que vous allez continuer. Donc, voilà notre programme, Sébastien et moi, de santé cognitive et psychologique. Prenez un cours de danse, joignez un cours de marche. Donc, tout ça aussi va faire que vous allez être avec d'autres personnes, mais vous pouvez aussi écrire un livre de recettes avec votre petit-fils. Ça, c'est l'intergénérationnel, c'est agréable. Vous pouvez vous mettre au yoga, ça relaxe. Écrire un journal de voyage, apprendre la photographie, joindre un club de lecture, écrire sa biographie. Il y a tellement de choses à faire. Alors, voilà. Merci. Et merci, ça c'est l'équipe de Sébastien et mon équipe. Et merci à vous.